Plateau, dans ce studio, la présence de Patrick Legras. Vous êtes membre de la coordination rurale. Merci. Bonjour, oui, tout à fait. Et merci d'être avec nous. Ils sont plusieurs dizaines d'agriculteurs qui ont passé cette nuit, en garde à vue, sans qu'on connaisse le nombre exact. On a parlé, je crois, de 79. Hier, mercredi, c'était 91 personnes qui avaient été interpellées. Certains paysans sont entrés ou seraient entrés dans le marché de Rungis. On ne sait pas là encore si des dégradations étaient commises ou non. La police est intervenue, direction le commissariat pour une garde à vue. Je ne suis pas certain que la réponse de l'exécutif soit la bonne. Ce qui est certain, c'est que cette garde à vue a été levée vers 10 heures ce matin, Monsieur Legras, et qu'il y avait dans cette garde à vue Karine Duc, qui est une des leaders de ce mouvement. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur la façon dont ils ont passé la nuit? Alors, on va redémarrer par hier soir. Moi, j'étais moi-même à Amiens au matin où on a fait une manifestation assez conséquente. Je pense que vous aurez des retours. Après, moi, quand j'ai su qu'il y avait un problème, je suis tout de suite descendu. Normalement, c'était à La Haye-les-Roses où j'avais des gens interpellés et à La Haye-les-Roses devant, je vais pas être l'ignorance, c'est pas vrai, mais devant le refus de communication de la personne je dirais la gendarmerie, on m'a dit d'aller tout de suite à Rungis parce qu'il y avait un problème à Rungis. Donc je me suis rendu à Rungis, il était 19h30, 20h. J'ai été reçu par un des responsables de Rungis parce que, paraît-il, il y avait des dégradations. Ce qui m'a certifié, il vient de le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a, malgré tout ce qui peut se dire, pour l'instant, il n'y a pas de plainte de déposée. Il n'y a pas de plainte du marché de Rungis. Je viens de l'avoir à l'instant. Voilà, ça c'est important de le dire parce qu'hier il y avait ces informations qui circulaient, vraies ou fausses, et vous nous dites qu'elles étaient fausses. Et les dégradations, ça serait quel type de dégradation? C'est une porte de volant qui a été forcée, qui a été relevée, qui a été forcée. Voilà. On peut considérer que c'est une dégradation minime, disons-le. En tant que je n'ai pas demandé à ma présidente et je dirais au secrétaire général, mais on a dit que s'il y avait vraiment des dégradations importantes, notre syndicat paierait les dégâts. Bon, vous l'avez eu, Madame Karine Duc, à la sortie? Karine Duc, non, parce que c'est ma présidente et le secrétaire général qui ont échangé avec elle. Moi, je m'occupais d'un autre groupe, parce que quand vous dites qu'il y avait 91, en fait, je me suis occupé sur Rungis d'un autre groupe qui s'était fait arrêter à 10h du matin aux portes de Rungis sans aucune effraction. Ils étaient 14 ou 15. Ces gens-là ont été gentiment, on leur a dit de mettre leur tracteur dans un dépôt de Rungis en face, dans un dépôt fermé où je me suis rendu. Donc suite à la discussion avec un des directeurs, je me suis rendu là-bas vers 10h. Avec d'ailleurs, il y avait une équipe de journalistes sur place. Bon, ils m'ont dit qu'ils ont laissé leur tracteur. Après, on les a amenés au commissariat. On leur a pris leur téléphone, on leur a retiré leurs pantalons, leur ceinture. Et puis après, on les a mis dans des pièces différentes. Et moi, je les ai rejoints hier soir où ils étaient tout seuls, mais ils n'avaient pas de logement. Ils devaient prendre leur tracteur. On leur avait imposé de rejoindre un autre cortège qu'ils connaissaient pas à 25 km. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit hors de question qu'ils rejoignent un autre cortège. Il faut leur trouver une nuit déjà. Le plus important, il était 22h, 22h30. Ils n'avaient pas mangé. Donc, avec les gendarmes, on a réussi à négocier de reprendre leur tracteur. Ils sont arrivés pas loin, je dirais, de l'aéroport où il y a un complexe hôtelier. Bon, sauf que maintenant, je peux le dire, il y en a 3 qui ont loupé la sortie. Ils sont arrivés porte d'Italie. Donc, on s'est arrangé. Il y avait les gens de la maréchaussée. On a fait demi-tour et ils ont rejoint l'hôtel. Bon, on va marquer une première pause. Je vous remercie évidemment d'être avec nous. On va essayer d'avoir des témoignages de ceux qui ont passé du temps en garde à vue. Il y a également l'avocate de Karine Duc qu'on essaye de joindre, Madame Déborah Roilette, je crois. Oui. On va essayer de la joindre. Et puis, j'espère, et je salue d'abord Géraldine Damon. Bonjour Pascal, je salue bonjour évidemment Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je salue bien sûr notre ami Florian Carassou-Maillan et Olivier Guénec. Et je crois, Olivier, que vous êtes en contact. Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce qu'on... Ah, bien sûr. Donc, il y a Nicolas qu'on a eu plusieurs fois à l'antenne qui était en garde à vue cette nuit, qui vient de sortir et qui arrive dans le studio.
Donc Nicolas, c'est notre Agriculteur, agriculteur, éleveur de chèvres. éleveur de chèvres, 150 chèvres du côté d'Agen, Exactement. qui est parti donc il y a 3 jours sans doute, qu'on a eu régulièrement en ligne en même temps qu'il montait vers Paris, que son tracteur roulait vers Paris, et vous me dites qu'il va être en ligne. Non, pas en ligne, on va en studio, exactement. Dans quelques instants, il était. Il est dans le taxi, il arrive là. Bon, écoutez, ça va être un témoignage évidemment extrêmement intéressant. Il est 11h10, la pause, nous revenons tout de suite. Je le salue, Laurent Mariotte, bonjour. Bonjour vous le connaissez Pascal. Bien, vous avez publié un message sur les réseaux sociaux. Fils et petits-fils de paysans, écrivez-vous. J'ai eu la chance de grandir au fil des saisons et de connaître la provenance de ce que je mangeais. Comme ma mère l'a toujours dit, on n'était pas riches, mais on ne manquait de rien. Aujourd'hui, c'est un comble. Nos paysans qui nous nourrissent ont souvent du mal à se nourrir. Je pense à tous nos agriculteurs à la tête des petites exploitations qui ne peuvent pas manifester pour cause de manque de bras. Plus que jamais, les amis, soutenons nos paysans en achetant français et en cuisinant. Alors, c'est très complexe, bien sûr. Pour la première fois, moi, j'ai le sentiment qu'on découvre, on a soulevé le capot de l'Europe. Et on découvre ce que fait l'Europe depuis des années dans plein de domaines. On ne le voyait pas trop sur l'immigration, sur l'énergie. Et puis là, ça nous saute aux yeux parce que c'est très concret avec les agriculteurs. Et j'ai dit plusieurs fois depuis hier, la politique agricole commune est, comment dire, à l'agriculteur ce que le soin palliatif est aux mourants. Est-ce que vous diriez cela ? Il y a un petit peu de ça, effectivement, parce qu'on vit un peu aussi sous perfusion, effectivement, par rapport à ça. Mais en même temps, on a besoin de certaines normes qui nous ont garanti une agriculture des plus saines et des plus, comment dirais-je, exportatrices au monde. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça, quand même, que notre agriculture, elle est enviée par de nombreux pays aussi. Et quand j'ai fait ce message, en fait, sur les réseaux, c'était aussi pour rendre hommage à toutes les petites exploitations qui ne peuvent pas manifester, comme je le dis, par manque de bras, et qui, eux, ont trouvé un autre système aussi, et qui ne sont pas non plus sous perfusion de la PAC. Et ça fait, moi, des années que je suis toutes les semaines dans une région de France différente à la rencontre des agriculteurs ou des chefs ou des artisans. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous ceux qui faisaient de la vente à la ferme, de la transformation, vivaient mieux de leur travail que les autres paysans. Donc, il y a peut-être un enseignement à tirer de tout ça aussi, effectivement. Mais j'ai entendu, moi, des paysans, et puis Monsieur Legras va pouvoir vous répondre, pourquoi pas, ou échanger avec vous. Sur la PAC, j'ai entendu des paysans me dire « Moi, je suis gardien de square ». Cette expression m'a étonné, c'est-à-dire que je ne fais plus rien, au fond, sur mon champ. Je touche des aides, mais je suis gardien de square. Donc, évidemment, et en plus, je suis espionné matin, midi et soir avec des drones, des choses comme ça. Donc, on se dit, au-delà des revendications, évidemment, d'argent, il y a aussi une revendication de dignité. Bien sûr. Pour les drones, on a un peu plus d'avance parce que là, depuis 8 jours, ça ne fait que ça. On a des drones au-dessus de la tête, donc ça, je dirais, ça, on a l'habitude. 2 choses. Ce que vous avez dit, déjà, la première chose, sur les gens qui vendent au détail, oui, ils s'en sortent mieux. C'est une astreinte, c'est une organisation. Beaucoup ne comptent pas forcément leurs heures ou les heures des gens, des parents qui aident ou des grands-parents. Mais bon, moi, j'ai un voisin qui le fait. Si on est à 3 dans la même rue, ça marche plus. Donc ça, je pense que c'est un marché qui est de 5 à 10% de la vente, qui se développe. Mais le gros coup de frein, ça a été la crise du Covid, ou alors la première année, parce que moi-même, je suis dans des interpros professionnels pommes de terre, et on a eu, je dirais, une tendance anormale. C'est-à-dire que la première année, on a une très grosse explosion de la vente directe, où les gens étant en télétravail et voulaient recuisiner, je dirais un manque qu'on a pensé voir dans les années. Oui, et la deuxième année, ça a été l'effondrement. Absolument. Parce que on en parle beaucoup dans l'émission. On a une femme qui est ici et que c'est bien de faire à manger et que tout le monde soit content. Mais il n'y a pas que les femmes qui font à manger. Non, mais enfin moi, c'est le métier de Monsieur Mariotte. D'accord. Non, mais même sans que ce soit mon métier, il y a plein de gars qui font la cuisine. Oui, mais je vais vous expliquer. Laissez-moi finir ma dernière phrase. C'est que beaucoup d'épouses ont dit c'est bien de faire à manger en plus de mon travail, mais moi j'aime aussi aller manger au restaurant. Est-ce qui vous rejoint ? Et il y a eu cette deuxième année
un effondrement de la vente, je dirais, des produits bio, des produits haut de gamme. À la filière bio, elle baisse, oui. Et c'est pas qu'elle On va baisse, elle écouter s'effondre. Blandine. On va écouter, parce que le principe de cette émission, c'est d'écouter les auditeurs. Bien évidemment, je pense que sur le Covid, on a fait beaucoup d'erreurs et qu'on les paye aujourd'hui. Et que peut-être ce qui avait été décidé à l'époque de tout fermer n'était peut-être pas une bonne solution. Mais ce n'est sans doute pas le problème numéro 1 ce matin. Blandine, bonjour. Vous êtes petite fille et fille d'agricultrice, c'est bien cela ? Oui, bonjour. Oui, je suis très contente de vous parler parce Je vous en que prie. donc autant vous dire que la situation là, franchement, moi, ça m'irrisse le poil. Enfin, hier soir, j'étais super énervée quand j'ai vu ce qui se passait à Rungis. Donc déjà, dans un premier temps, si je me permets, je vais reprendre la phrase de Monsieur Mariotte que je regarde beaucoup et que j'aime bien. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que mes parents étaient agriculteurs. Alors certes, on vivait pas, voilà, on a manqué de rien. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais on a manqué de rien. Et moi, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est stop à l'agribashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, excusez-moi de l'expression, mais nous, enfants, petits enfants ou même agriculteurs, j'ai l'impression que les gens des villes, peu importe les villes, hein, moi par exemple, je suis pas loin de Dijon et tout ça, on nous prend pour des bouseux. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, on a l'impression qu'ils découvrent qu'il y a des paysans en France. Oh mon Dieu, ils ont des tracteurs. Ah, mais ils sont riches. Non, ils sont pas riches. Ça ne leur appartient pas. Moi, par exemple, en tant que fille et petite fille d'agriculteur, je vais vous dire, nous, tous les étés, on ne partait pas en vacances. Alors, on fait tout à foin pour envoyer des gamins de cité en vacances. Alors, je ne juge pas. Mais est-ce que vous croyez que les enfants d'agriculteurs partent en vacances ? Non. Alors, moi, je ne le reproche pas à mes parents. Non, et je ne le reprocherai jamais. Mais vous savez, quand vous rentrez à l'école au mois de septembre, et qu'en ce temps-là, les instituteurs, ils se disent, faites une rédaction sur ce que vous avez fait cet été ou c'est que vous êtes partis en vacances avec vos parents. Moi, j'étais très fière de dire que je participais aux tâches à l'étable, je participais à faire les charrues de foin, à conduire les tracteurs, à ci, à ça. Mais on nous prenait pour des bouseux, même les profs. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des profs, début d'année, enfants d'agriculteurs, c'était au fond de la classe. Bon, Blandine, aujourd'hui, on avait 2 QI. Non, mais d'abord, vous avez plutôt raison que ce monde agricole a toujours été plus ou moins méprisé. Et méconnu. Et méconnu. Mais on méconnu, a je ne sais pas, mais en tout cas méprisé, c'est vrai. Bon, mais vous, aujourd'hui, par exemple, vous êtes vous-même agricultrice ou vous avez pris un autre chemin ? Non, j'ai pris un total autre chemin parce que c'était trop compliqué. Et vous faites quoi ? Voilà, les normes, je suis comptable RH. Donc ça n'a rien à voir. Et vous ne, non, ça n'a rien à voir, mais vous ne regrettez... Vos parents sont toujours de ce monde ? Non. Alors mes parents aujourd'hui, justement, je voulais en venir aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grosse retraite. Ils touchent moins de 800 €. Mon père est handicapé, ma mère est sous oxygène. Bientôt tout le temps parce que voilà. Mais ils sont toujours de ce monde. Ils sont toujours vivants. Oui, ils sont toujours vivants. Mais ils sont où alors ? Parce qu'avec des retraites assez faibles, qui s'occupe d'eux ? C'est vous, j'imagine ? Ils habitent dans leur maison, où je suis née, où on a grandi, à côté de notre ancienne ferme et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui. Monsieur Mariotte a eu totalement raison. C'est-à-dire que pendant le Covid, dis donc, on s'est rendu compte qu'il y a des agriculteurs qui produisaient. Oh mon Dieu! Alors on pouvait l'acheter. Et d'un seul coup, ça s'est cassé la binette parce que tout le monde est reparti au supermarché, à son travail. Tout a rouvert. Leclerc, le Super U, tout a rouvert. Allez hop, tout le monde couvre là-dedans. Puis du coup, on les a laissés tomber. Oui, non mais pourquoi ? Blandine, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre témoignage. Je crois comprendre que vous aviez peut-être des frères et sœurs. Personne n'a repris ce métier d'agriculteur. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est générationnel. Vous avez quel âge, Blandine ? Moi, j'ai bientôt 50 ans. J'ai 48 ans, exactement. Et je pense que dans votre génération, le nombre, effectivement, d'agriculteurs, il y avait 7% encore de 40 ans. J'ai beaucoup d'amis d'école qui ont repris derrière leurs parents et qui, aujourd'hui, ont laissé tomber. C'est-à-dire qu'ils font un autre métier. Il y a 40 ans, je crois qu'il y avait encore 7% d'agriculteurs. 400 000 exploitations. Aujourd'hui, on est à 1,5. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 200 000. Hein. Voilà. Plus que 200 000. Alors 400 000, non, 390 000, c'est ça. Il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui de l'agriculture en France ?
qui sont des agriculteurs, Non, qui non, sont chaque matin. il reste 400 000. Il reste entre 380 et 400 000 parce qu'en Ce fait, qui est très peu. voilà, Très non, peu, mais c'est incroyable, parce qu'il y a des pluriactifs, donc Ouais. voilà, la tendance, ça dépend si on est majoritaire ou pas, mais c'est autour de Bon. ce chiffre-là. Merci beaucoup, Blandine, de ce témoignage. Alors, la difficulté, c'est d'imaginer comment on peut sortir de cela et avoir des décisions concrètes. Depuis quelques jours, quand on a soulevé le capot de Bruxelles, on voit bien que la France a participé à tout ça. Donc Emmanuel Macron ne peut pas aujourd'hui renier ce qu'il a validé. Le Mercosur est un exemple frappant. Jusqu'à présent, on a signé. Même si on n'est pas d'accord, il n'empêche qu'on a signé. Je ne vois pas comment on peut faire marche arrière. Je ne vois pas comment on peut changer les choses sans complètement renverser la table. Alors je ne sais pas les solutions que vous imaginez, Monsieur Legras. Mercredi dernier, on s'était rendu à Bruxelles justement pour qu'on nous explique un peu plus cela, parce que nous, pour nous, Bruxelles, c'était loin. C'est-à-dire on avait Bruxelles et on avait la France, donc on se sentait protégé par un système français qui était, comme on le dit régulièrement, géré par les gouvernants et les gouvernements successifs avec un seul syndicat. Et je dirais même pas le syndicat, avec une ou deux ou trois personnes. On a commencé depuis il y a 30 ans, on a commencé à dire il y a des problèmes. Ces problèmes, évidemment, c'est toujours celui d'avant. Quels que soient les gouvernants ou les gouvernements, c'est toujours celui d'avant. Sauf qu'à Bruxelles, on s'est rendu compte que le système français allait rejoindre le système hollandais, sachant que les Hollandais, on leur a obligé maintenant de fermer des exploitations. Il y a 3000 fermes qui ont dû s'arrêter pour des problèmes, de pollution au nitrate. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'idée que Bruxelles était là pour nous sanctionner, c'est vérifié vrai en Hollande. Bon, on va marquer sans doute une pause. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai entendu Pascal Canfin ce matin et j'ai le sentiment qu'il n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Parce qu'il dit qu'il faut que la transition écologique se fasse. Dans les conditions où elle est inscrite, c'est impossible. La transition écologique, le pacte vert, c'est le net zéro en 2050. Le net zéro de CO2 en 2050. C'est absolument impossible. C'est-à-dire que c'est impossible, évidemment, par exemple, pour la voiture, c'est impossible pour l'industrie, c'est impossible dans tous les domaines. Donc, c'est une folie idéologique, c'est ça qu'on découvre, et que si ça, ce n'est pas remis en cause, je l'ai entendu ce matin, il paraissait hilar, d'ailleurs, Monsieur Canfin, sur une radio, en donnant ses avis. Je pense qu'il ne prend pas la mesure de ce qui se passe. Si vous me suivez, moi, il y a longtemps que j'ai alerté sur ce personnage, mais ayant échangé avec quasiment l'ensemble des interlocuteurs politiques, je pense que M. Canfin doit avoir ses amis sur le doigt de la main aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui me frappe, moi, dans ces sujets, c'est que ça s'est fait sans l'accord des populations. Donc la faute originelle, c'est 2005. 2005, la France vote contre la Constitution européenne de 2005. Et depuis, effectivement, il y a des conséquences de tout cela. Parce que les gens ne sont pas anti-européens, mais ils ne veulent pas de cette Europe telle qu'elle s'est mise en place aujourd'hui. Il est 11h26, nous marquons une pause. Monsieur Guénec, vous avez des nouvelles de Nicolas qui doit arriver ? Ah bah bien sûr, il est déjà là, Pascal. Il est où ? Il est en train d'attendre, tout simplement, hors du studio. Mais que fait-il ? Mais en nous dehors sommes du limités studio en termes de place, donc il prendra la place d'Émilie Dez après le rappel des titres. Eh oui. Et il prend un copieux petit déjeuner vous aussi. pouvez le prendre sur vos genoux, sinon. Vous êtes une sorte de stratège du studio. Parce que je me Napoléon disais, du studio, oui. Je sais, la politique de la chaise vide dont vous n'ignorez rien. Rien du tout. Avec le général de Gaulle qui avait Je dit... sais bien, mais attendez, il s'était levé. ça va. Et Oui, qui bien va- sûr. Ce qu'on pourrait faire aujourd'hui d'ailleurs, Oui. on pourrait ne pas aller à Bruxelles. Parce que le jour où on ne va plus à Bruxelles, on dit on paye plus. On donne 22 milliards, on en reçoit 11. Le jour où on dit on paye plus, ça change les choses. Croyez-moi. Donc on va recevoir Nicolas dans une seconde après Émilie Dez. À tout de suite.